Durant l'hiver 1993, les Alpes françaises connaissaient l'une des saisons les plus rudes de la décennie. Les stations de ski tournaient à plein régime, portées par un flux constant de touristes étrangers attirés par la promesse de pistes immaculées, d'une neige abondante et de sentiers peu fréquentés. Parmi eux, 4 jeunes adultes, 2 hommes et 2 femmes, arrivèrent dans la région de Chamonix début février, incognito, munis de matériel moderne et de cartes détaillées de zones hors des sentiers battus. Ils ne recherchaient ni le luxe ni le sensationnalisme. Ils évitaient les grands hôtels, préférant des chalets discrets en périphérie, loués pour quelques jours seulement. Les registres font état de paiements en espèces, de peu d'interaction avec les autres touristes et de l'absence de recours à des guides locaux, une pratique inhabituelle pour des visiteurs, souhaitant s'aventurer hors des sentiers battus. Cette attitude passa inaperçue à l'époque, noyée parmi des centaines d'histoires similaires de voyageurs trop sûrs d'eux. De l'autre côté de ce paysage blanc et silencieux, le quotidien des habitants suivait un tout autre rythme. Les équipes de secours étaient habituées aux petits accidents, aux skieurs égarés, aux fractures et aux orages soudains. L'antagoniste de l'histoire ne se présentait pas comme une personne, mais comme l'environnement lui-même, des montagnes anciennes et instables, indifférentes à la présence humaine. Un territoire qui n'avait pas besoin d'agir pour se détruire. Il lui suffisait d'exister. Le matin du 12 février, une vague de froid arriva plus vite que prévu. Des vents violents entraînèrent la fermeture des sentiers, l'arrêt des téléphériques et des alertes furent émises par les autorités locales. Malgré cela, des témoignages ultérieurs indiquent que le groupe quitta le chalet tôt, emportant des sacs à dos bien trop volumineux pour une simple excursion d'une journée. Un voisin se souviendra, des années plus tard, les avoir vus se diriger vers une zone moins fréquentée, où d'anciennes voies minières étaient abandonnées depuis les années 1950. Les premiers signes d'inquiétude sont apparus en fin d'après-midi. Le groupe n'était pas rentré. Au début, ce retard n'a pas suscité d'inquiétude. Les touristes sous-estiment souvent les distances, surtout par mauvais temps. Mais à la tombée de la nuit, alors que la tempête s'intensifiait, l'absence est devenue une source d'inquiétude majeure. Le lendemain, le propriétaire du chalet a prévenu les autorités. Les recherches ont débuté rapidement, mais se sont heurtées à des obstacles immédiats. La neige avait effacé les traces, modifié le terrain et bloqué les voies d'accès naturelles. Les hélicoptères ne pouvaient survoler la zone que par courtes périodes, en raison des rafales de vent et de la faible visibilité. Les équipes au sol n'ont trouvé que des fragments épars, un piquet de balisage brisé, un gant partiellement enfoui, une carte plastifiée collée à un rocher par la glace récente. Aucun corps, aucun signe évident d'avalanche. Aucune preuve formelle d'une chute dans une crevasse visible. La presse locale a traité l'affaire comme une simple disparition tragique de plus, un phénomène courant dans les régions alpines. Dans les jours qui suivirent, d'autres sujets firent la une. Les familles furent prévenues, se rendirent en France, participèrent aux premières recherches et, peu à peu, retournèrent dans leurs pays respectifs avec des réponses incomplètes et un silence administratif difficile à contester. Au bout de 3 semaines, les opérations furent officiellement closes. Le rapport final évoquait des conditions extrêmes, une possible désorientation et l'hypothèse d'un accident naturel. L'affaire a été classée. Les Alpes, cependant, ne rendent pas tout ce qu'elles prennent. 11 ans s'étaient écoulés. En 2004, l'hiver fut exceptionnellement sec. Le retrait des glaciers révéla des formations rocheuses jusque-là invisibles, dévoilant crevasses, rochers et structures restées cachées pendant des décennies. C'est dans ce contexte qu'un skieur expérimenté, adepte des traversées en solitaire, décida d'explorer un versant peu fréquenté, hors des sentiers battus. Connaissant bien la région pour y avoir grandi, il était persuadé d'en avoir déjà vu presque tous les secrets. Durant sa descente, quelque chose interrompit sa trajectoire. Une irrégularité dans la glace, trop géométrique pour être naturelle. Il ralentit, s'approcha et remarqua une surface lisse, partiellement recouverte d'anciennes couches de neige compactées. Ce n'était ni de la roche, ni de la glace pure. C'était une entrée,
L'entrée semblait avoir été scellée intentionnellement, bien avant que la glace ne prenne le dessus. Des blocs de pierre parfaitement ajustés, des traces d'outils anciens et une structure évoquant un tunnel ou une grotte artificielle. Le froid avait tout préservé comme dans une capsule temporelle. Aucun panneau moderne, aucune trace sur les cartes actuelles. Le skieur n'entra pas. Il n'éprouvait pas de la curiosité, mais un profond malaise, difficile à expliquer. La montagne, jusque-là silencieuse, semblait désormais revêtir une toute autre importance. Il nota les coordonnées et redescendit au village le plus proche, signalant sa découverte aux autorités locales. Dans les archives de la mairie, un employé de longue date a vaguement reconnu le secteur. D'anciens tunnels creusés pendant la Seconde Guerre mondiale, peut-être, ou des structures minières oubliées. Pourtant, quelque chose clochait. L'endroit coïncidait de façon troublante avec la dernière zone de recherche délimitée en 1993 avant l'arrêt des opérations. Lorsque les équipes techniques sont retournées sur place quelques jours plus tard, la température avait de nouveau chuté. La glace avait progressé, l'entrée était redevenue presque invisible, comme si elle n'avait jamais été découverte. Mais désormais, il y avait des documents, des photographies, des coordonnées. Et surtout, la réouverture d'une question restée enfouie pendant plus d'une décennie. Que s'est-il réellement passé pour ces touristes? Rien, en apparence, ne laissait présager une explication simple. Et pour la première fois, des signes indiquaient que cette disparition n'était pas simplement due aux intempéries ou au hasard, mais à quelque chose de délibérément dissimulé sous la glace. La région où le groupe a disparu était éloignée des routes commerciales de Chamonix, dans un territoire aux pentes irrégulières et aux vallées étroites, façonné par des siècles d'avancées et de retraits glaciaires. Là, le tourisme coexistait avec la mémoire silencieuse des anciens usages de la montagne. Sentiers abandonnés, piliers de pierre couverts de mousse et entrées scellées témoignaient d'activités humaines antérieures au ski de loisirs. Les plus anciens habitants connaissaient ces vestiges, mais en parlaient rarement, les considérant comme des éléments inesthétiques du paysage. Le protagoniste indirect de cette époque était le territoire lui-même. Les montagnes dictaient les routines, les choix et les limites. Elles imposaient des horaires, mettaient fin aux recherches et décidaient qui reviendrait. Pour les guides locaux, il existait des règles non écrites. Certaines zones ne devaient pas être explorées inutilement, non pas en raison de légendes, mais en vertu de l'expérience accumulée. Le groupe de touristes ignorait cette logique. Ils arrivaient avec des cartes techniques, du matériel de pointe et une confiance typique de ceux qui perçoivent la nature comme un défi mesurable. Parmi eux, Laurent Meyer, un ingénieur civil franco-canadien de 32 ans, se distinguait. C'était lui qui prenait les décisions pratiques. Il observait le terrain, calculait les dénivelés et évaluait les risques. Il n'était pas téméraire, mais il était convaincu que l'information et la préparation suffisaient. Sa compagne, Élodie Fournier, photographe documentaire, voyait dans ce voyage l'occasion d'immortaliser des paysages peu explorés. Ces choix photographiques ont influencé l'itinéraire, menant le groupe hors des sentiers battus. Les deux autres membres, les frères et sœurs espagnols Javier et Marta Salgado, possédaient une expérience intermédiaire en alpinisme. Ils faisaient confiance à Laurent et suivaient ses instructions. Il n'y avait pas de conflits ouverts entre eux, seulement des désaccords mineurs rapidement résolus, typiques des groupes qui partagent un même objectif. Aucun d'eux ne manifestait l'intention de disparaître ou de rompre tout contact avec le monde. Tout indiquait un plan de retour. Sur le plan institutionnel, la réponse à la disparition fut menée par le capitaine Henri Dubois, qui coordonna les recherches en 1993. Méthodique et expérimenté, Dubois était réputé pour son respect des protocoles. Il se méfiait des explications simplistes, mais travaillait dans un cadre clairement défini. Après plusieurs jours critiques, les recherches n'ayant rien donné, il subit des pressions pour y mettre fin. Il fallait clore les dossiers. Les ressources étaient limitées. Cet hiver-là, la montagne était devenue impraticable. Dubois consigna dans ses notes personnelles des détails absents du rapport officiel.
Il évoqua des zones inaccessibles rapidement ensevelies, des relevés topographiques atypiques pour des avalanches. Il nota l'absence de signes avant-coureurs d'accidents mortels. Malgré cela, faute de preuves concrètes, il classa l'affaire. Par la suite, il fut muté puis mis à la retraite. Ses notes restèrent, oubliées dans un carton, dans un entrepôt municipal. La culture locale gérait les disparitions avec pragmatisme. Des histoires similaires existaient, mais étaient rarement évoquées. Le silence servait de mécanisme de protection collective. Trop poser de questions revenait à attirer une attention indésirable, à nuire au tourisme et à raviver d'anciennes craintes. Aussi, lorsque le skieur découvrit l'entrée sous la glace en 2004, la première réaction fut la prudence. Personne ne souhaitait transformer un détail étrange en problème public. Le skieur, Marc Delorme, n'était pas un touriste. Fils d'un ancien opérateur de remontée mécanique, il avait grandi dans la région et connaissait la montagne comme sa poche. Sa décision de signaler la découverte allait à contre-courant de la tendance locale à ignorer ce qui ne s'expliquait pas facilement. Marc comprit que cette structure n'apparaissait ni sur les cartes anciennes, ni dans les archives minières connues. Quelque chose avait été délibérément omis ou oublié. Les autorités locales ont hésité. Les techniciens ont évalué les risques liés aux fouilles, craignant des effondrements et des poursuites judiciaires. Entre-temps, des rumeurs ont commencé à circuler parmi les habitants les plus âgés. Certains évoquaient des travaux d'urgence réalisés pendant la guerre. D'autres parlaient de tunnels servant à dissimuler du matériel, des personnes, ou quelque chose de plus difficile à définir. Aucune version n'a été confirmée. Mais toutes partageaient un point commun. L'idée que certains endroits avaient été scellés pour une raison précise. Le paysage culturel français de la région a accentué la séparation entre passé et présent. La modernisation des stations de ski a délibérément effacé les vestiges du passé, les remplaçant par des infrastructures propres, sûres et rentables. La grotte sous la glace représentait une rupture dans ce récit contrôlé. Elle suggérait une continuité, quelque chose qui avait survécu au temps, aux réformes et au silence administratif. Alors que la possibilité de rouvrir l'enquête se profilait, des personnages oubliés refirent surface. Dubois fut contacté de manière informelle. Marc commença à être perçu avec suspicion. La montagne, une fois de plus, devint le théâtre de décisions humaines contradictoires. Et, tandis que la glace progressait à nouveau, le sentiment général était que toute intervention sur cette entrée reviendrait à réactiver des conséquences jamais vraiment apaisées. La décision d'enquêter sur la structure découverte sous la glace ne fut pas immédiate. Les autorités locales évaluèrent les risques techniques, l'impact médiatique et les responsabilités juridiques. La fonte instable risquait de provoquer des glissements de terrain et toute intervention nécessiterait des ressources dont la municipalité ne disposait pas facilement. Malgré tout, la simple constatation de l'existence de cette grotte changea déjà la donne depuis 1993. La disparition n'était plus considérée comme un simple accident présumé. Marc Delorme fut convoqué pour témoigner officiellement. Il relatait fidèlement ce qu'il avait vu, décrivant les angles, les marques d'outils et la profondeur apparente. Son récit ne contenait aucune spéculation, seulement des observations directes. Malgré cela, il suscita un malaise. Les techniciens confirmèrent que la formation n'était pas naturelle. La géométrie indiquait une intervention humaine et la méthode de scellement suggérait une intention de dissimulation durable. Le conflit a éclaté lors du réexamen des archives municipales. Les anciennes cartes ne concordaient pas. Les registres miniers indiquaient que l'activité avait cessé des décennies avant l'emplacement de l'entrée. Les documents militaires de la Seconde Guerre mondiale étaient incomplets ou classés de manière générique. Chaque nouvelle consultation révélait des lacunes inexplicables. L'absence d'informations est devenue aussi importante que n'importe quelle preuve concrète. Henri Dubois fut de nouveau contacté, cette fois-ci en tant que source historique. Retraité, il vivait loin de la région, mais accepta de collaborer. En relisant d'anciens rapports, il reconnut des incohérences qu'il avait déjà relevées des années auparavant, sans jamais avoir pu les prouver.
Il signala des zones de recherche brusquement interrompues, des ordres supérieurs de rediriger les équipes, des justifications vagues fondées sur les conditions météorologiques, même lorsque celles-ci permettaient une progression limitée. Rien de tout cela ne figurait dans les documents officiels. Entre-temps, les proches des touristes disparus ont été informés de la réouverture préliminaire de l'enquête. La réaction a été immédiate. Certains ont exigé un accès complet à l'information. D'autres, lassés des faux espoirs, ont exprimé leur scepticisme. La pression extérieure s'est rapidement accrue, atteignant un niveau que les autorités locales ne pouvaient plus maîtriser. L'affaire a commencé à circuler hors de France, ravivant l'intérêt international. L'enquête a pris une tournure plus complexe lorsque l'analyse du terrain a révélé que la grotte avait subi des interventions après 1993. Les couches de glace présentaient une compaction irrégulière, incompatible avec des processus purement naturels. Quelqu'un s'y était rendu après la disparition, renforçant l'étanchéité de la grotte. Cette découverte a introduit un nouvel élément, une action humaine délibérée, intervenue après l'arrêt des recherches. L'antagonisme ne se limitait plus à l'environnement. Il englobait désormais les décisions humaines prises pour clore les débats. Il ne s'agissait plus d'individus identifiables, mais d'une chaîne institutionnelle opaque. Toute tentative d'avancer se heurtait à une résistance bureaucratique. Les permis étaient retardés, les autorisations refusées pour des raisons techniques douteuses. On avait le sentiment que toucher à cet endroit précis de la montagne violait un ancien accord tacite. Des personnages secondaires ont exacerbé le conflit. Un géologue externe a confirmé que le scellement n'était pas une opération improvisée. Elle nécessitait une planification et des connaissances en structure. Un historien local a reconnu des techniques similaires utilisées lors de travaux d'urgence pendant des conflits armés, mais jamais dans cette zone précise. Un ancien employé de la station a évoqué à contre-cœur des mouvements nocturnes dans les années 1990, peu après la disparition, qui n'ont jamais été expliqués. Chaque nouvelle information ajoutait des couches, sans pour autant résoudre le mystère central. Ce qui se cachait à l'intérieur de la grotte restait inconnu. L'impossibilité d'y accéder entretenait la tension. Le temps devenait un facteur de pression, car les prévisions annonçaient une nouvelle saison de fortes tempêtes de neige. Si rien n'était fait rapidement, l'entrée pourrait disparaître à nouveau pendant des années, voire des décennies. Marc Delorme commença à en subir les conséquences personnelles. On le dissuada de manière informelle de parler aux journalistes. Ses amis d'enfance commencèrent à l'éviter. Le message implicite était clair. Insister revenait à rompre le pacte tacite de la région. Malgré tout, il continua de collaborer, guidé par une conviction difficile à expliquer, mais impossible à ignorer. Le conflit central s'est cristallisé à ce moment précis. Il ne s'agissait plus seulement de découvrir la destination touristique, mais de s'attaquer à une structure qui préférait l'oubli à la révélation. Chaque pas vers la vérité se heurtait à des obstacles non officiellement reconnus, mais manifestement concertés. La montagne dissimulait un secret, et certains s'étaient efforcés de le garder enfoui. L'hiver approchant, une décision s'imposait. Soit l'entrée serait ouverte immédiatement, au prix de risques considérables, soit l'enquête serait de nouveau suspendue pour des raisons techniques. La tension était à son comble. Tous les acteurs impliqués savaient qu'il s'agissait d'une occasion unique. Si elle était manquée, la disparition de 1993 risquait de replonger dans le silence indéfini qui l'entourait depuis 11 ans. Alors que l'enquête officielle progressait lentement, d'autres tensions, indirectement liées au conflit central, ont émergé en parallèle. L'une d'elles concernait l'économie locale. La possibilité qu'une affaire mal résolue attire l'attention internationale a commencé à inquiéter les acteurs du tourisme. Hôtels, stations de ski et voyagistes ont fait pression sur la mairie pour qu'elle retienne l'information, craignant des annulations et une atteinte à l'image de la région. Cette pression non explicite s'est manifestée par des réunions, des appels téléphoniques et des suggestions de prudence
à peine voilée. Une autre piste a émergé des archives militaires. Un chercheur indépendant, engagé par la famille d'un des touristes, a découvert des références vagues à des opérations logistiques temporaires dans les Alpes durant les dernières années de la guerre froide. Aucun détail précis n'était fourni, mais les documents indiquaient l'utilisation de structures souterraines de fortune pour le stockage et le transit discret. Bien qu'aucun lien direct n'ait été établi avec la disparition, la coïncidence temporelle et géographique a soulevé de nouvelles hypothèses. Henri Dubois, en revisitant son passé, fut confronté à des conflits intérieurs. Il commença à remettre en question des décisions prises en 1993, non par négligence, mais par obéissance. Il se souvenait d'ordres reçus sans explication complète, de supérieurs insistants pour fermer certains secteurs des perquisitions. Ces souvenirs ne s'accompagnaient pas d'une culpabilité manifeste, mais d'un malaise croissant. Pour la première fois, il envisagea que son rôle ait pu contribuer à un silence prolongé. Les familles des disparus commencèrent également à se diviser. Certaines réclamaient une enquête approfondie, quel qu'en soit le prix. D'autres craignaient que la vérité, si elle éclatait, ne soit encore plus douloureuse que l'absence de réponse. Leurs réunions devinrent tendues, révélant de profonds désaccords quant à l'opportunité d'aller plus loin. Cette fragmentation affaiblit la pression collective, ouvrant la voie à des retards officiels. Au niveau local, des témoignages contradictoires ont émergé parmi les habitants de longue date. Un ancien employé municipal a déclaré que, peu après la disparition, des équipes extérieures avaient temporairement pris le contrôle d'un secteur voisin sans identification précise. Un autre a nié toute activité inhabituelle, attribuant les rumeurs à des trous de mémoire. L'absence de consensus a renforcé le sentiment que les faits avaient été délibérément déformés au fil du temps. L'intrigue secondaire la plus délicate concernait Marc Delorme. Son insistance à coopérer eut des conséquences concrètes. Il rencontra des difficultés pour renouveler ses autorisations d'accès à certains sites, pourtant essentiels à son activité de guide informel. Aucune justification officielle ne lui fut fournie, seulement des retards et des exigences supplémentaires. Marc comprit que sa liberté de mouvement était progressivement restreinte, une méthode de contrôle insidieuse. Parallèlement, des analyses techniques se poursuivaient. Un ingénieur en structure a souligné que le scellement de la grotte visait non seulement à empêcher toute intrusion, mais aussi à contenir un élément. La pression exercée par les roches et la glace suggérait une préoccupation pour la stabilité interne, comme si un effondrement était à proscrire. Cette observation a soulevé de nouvelles questions quant au contenu de la grotte et aux raisons de sa conservation intacte. Le facteur temps devenait de plus en plus pressant. Les prévisions météorologiques annonçaient un changement radical des conditions météorologiques dans les semaines à venir. Tous les éléments convergeaient vers un point critique. Il fallait prendre des décisions avant que les conditions climatiques ne reprennent leurs droits. Le report n'était plus une option, mais un choix délibéré. Au milieu de ces circonstances complexes, une information inattendue a émergé. Une vieille photographie, retrouvée dans les archives d'Élodie Fournier, montrait une formation rocheuse, semblable à l'entrée de la grotte, prise quelques jours avant la disparition. L'image était partielle, presque fortuite, mais elle indiquait que le groupe avait peut-être connaissance de l'existence de cette structure. Cela établissait un lien direct entre les touristes et le lieu, écartant ainsi la possibilité d'une simple coïncidence. Cette découverte a modifié l'importance des intrigues secondaires. Le conflit principal a commencé à les absorber, leur conférant une fonction claire. Si les touristes avaient trouvé la grotte auparavant, la disparition cessait d'être passive. Ils auraient pu y entrer, apercevoir quelque chose ou se retrouver impliqués dans une situation nécessitant une intervention extérieure. La complexité s'est accrue, mais l'ensemble est devenu plus structuré. À mesure que ces fils s'entremêlaient, il devint évident qu'aucun n'existait isolément. Économie, mémoire, bureaucratie, culpabilité et survie institutionnelle convergèrent
pour maintenir l'unité. L'urgence du temps accéléra les décisions. L'hésitation se mua en urgence. Toutes les intrigues secondaires convergeaient vers un même enjeu central. Fallait-il ouvrir la grotte? Résoudre cette question signifierait mettre fin aux conflits secondaires, mais aussi déclencher des conséquences imprévisibles. L'histoire avançait à un point où la complexité accumulée ne pouvait plus être maîtrisée sans une intervention directe. L'autorisation d'intervenir dans la grotte a été accordée de manière inattendue et limitée. Aucune annonce publique ni déclaration officielle détaillée n'ont été faites. Une petite équipe technique a reçu l'autorisation de procéder à une ouverture contrôlée, sous prétexte d'une évaluation structurelle préventive. Le délai était court, les conditions météorologiques instables et l'accès restreint à quelques heures par jour. Tout indiquait que l'intervention devait se dérouler rapidement et discrètement. Marc Delorme n'était présent que pour le soutien logistique. Son rôle officiel était d'assurer la sécurité du transport jusqu'au site. Henri Dubois l'accompagnait en tant qu'observateur, sans pouvoir de décision. L'équipe savait qu'il s'agissait d'une occasion unique. Si rien n'était trouvé, l'affaire serait probablement classée définitivement sur la base d'arguments techniques irréfutables. L'ouverture commença par le dégagement partiel de la glace superficielle. Ce processus révéla des blocs de pierre assemblés avec une précision remarquable. Aucune trace d'improvisation n'était visible. Des outils modernes furent utilisés pour déplacer uniquement ce qui était nécessaire, préservant ainsi la structure. Lorsque le dernier bloc céda, un courant d'air froid s'échappa de l'intérieur, chargé d'une odeur sèche et ancienne, inhabituelle pour un environnement naturel. L'accès révéla un tunnel étroit et incliné, manifestement creusé à la main. Les parois portaient des marques régulières d'outils métalliques. Il ne s'agissait pas d'une grotte naturelle, mais d'une galerie construite à cet effet. L'équipe progressa de quelques mètres avant de découvrir un premier élément inattendu. Des restes de tissus synthétiques collés à la glace. Une analyse préliminaire indiqua qu'il s'agissait d'un matériau compatible avec des vêtements d'alpinisme des années 1990. L'atmosphère au sein du groupe changea instantanément. Ce qui était auparavant une évaluation technique se transforma en une véritable enquête. Des photos furent prises, des échantillons prélevés, ils avancèrent de quelques mètres jusqu'à atteindre une chambre plus vaste, où le plafond s'élevait légèrement. Là, sous des couches de glace et de sédiments, ils découvrirent des effets personnels identifiables. Un appareil photo endommagé, une canne cassée, des fragments de sac à dos. Il n'y avait aucun corps visible. L'absence physique n'apporta aucun réconfort. Elle ne fit qu'amplifier le choc. Ces objets confirmaient que les touristes étaient bien passés par là. Ni par hasard, ni par erreur. Ils étaient entrés dans la structure. L'hypothèse d'une simple désorientation s'estompa. La grotte cessa d'être une coïncidence géographique et devint le lieu central de la disparition. La révélation la plus troublante suivit. Au fond de la chambre, partiellement recouvert de glace, se trouvait un second mur, construit après le tunnel d'origine. Il bloquait tout autre accès. Contrairement au mur extérieur, ce blocage semblait plus récent, fait de matériaux différents. C'était comme si quelqu'un avait scellé quelque chose à l'intérieur même de la grotte, après le passage des touristes. Henri Dubois reconnut immédiatement le schéma. Cette technique n'était ni civile ni improvisée. Elle correspondait aux méthodes employées pour l'isolement rapide de zones instables ou sensibles. Il ne le verbalisa pas, mais il comprit que l'intervention n'avait pas été motivée uniquement par la sécurité des structures. Quelque chose nécessitait un confinement urgent. L'équipe reçut l'ordre de stopper sa progression. Officiellement, on invoqua le risque d'effondrement interne. Malgré les protestations, l'ordre émanait des autorités supérieures et fut transmis par radio de manière sèche et péremptoire. Le tournant ne résidait pas seulement dans la découverte, mais aussi dans la réaction immédiate qu'elle suscita. Le contrôle de la situation échappait aux forces locales. Avant de rebrousser chemin, Marc remarqua des marques dans la glace, près de la paroi intérieure. Des empreintes irrégulières, alignées en une forme humaine, comme si quelqu'un y était resté longtemps.
Elles n'étaient pas récentes, la température constante les avait préservées. La constatation fut simple et terrible. Les touristes n'étaient pas seulement entrés dans la grotte, ils y étaient restés. Le retrait fut rapide. L'accès fut de nouveau temporairement bloqué, cette fois-ci avec des documents officiels. La zone fut placée sous surveillance. Aucune explication publique ne fut fournie. En interne, le récit commença à se réorganiser. La disparition cessa d'être un mystère naturel et se transforma en un événement impliquant une intervention humaine directe après le dernier contact connu. L'impact émotionnel fut immédiat, mais contenu. Aucune manifestation d'indignation ne se fit entendre. Seul un silence pesant régnait. Chacun comprenait avoir franchi une limite. Ce qui avait été découvert ne pouvait être divulgué sans conséquences désastreuses. Le passé, tenu secret pendant plus d'une décennie, refusait d'être pleinement révélé. Pour Dubois, le tournant fut personnel. Il comprit que ses soupçons de longue date étaient fondés. Les recherches avaient été interrompues, non par impossibilité, mais par choix. Pour Marc, il devint évident que sa découverte initiale n'avait été que la partie émergée d'un édifice délibérément dissimulé. La montagne n'avait pas seulement caché, elle avait été un instrument de dissimulation. Le retour au village se fit dans une atmosphère pesante. Des consignes de confidentialité furent émises. Les rapports seraient centralisés. Le discours officiel parlerait de « preuves non concluantes ». Mais la dynamique avait irrémédiablement changé. La vérité ne résidait plus dans l'hypothèse, mais dans ce qui avait été vu et scellé une fois de plus. Ce tournant n'a pas tout révélé. Il en a révélé suffisamment pour rendre impossible le retour au silence antérieur. La grotte n'était pas qu'un simple lieu physique, mais le symbole de décisions hâtives, de vies brisées et d'un secret gardé pendant des années. Dès lors, tout pas en avant exigerait d'affronter non seulement la montagne, mais aussi les conséquences humaines de la réouverture de ce qui avait été scellé. Le retour de l'équipe après l'ouverture partielle de la grotte a déclenché une série de réactions immédiates, restées toutefois invisibles au public. En interne, l'administration locale s'est mise en état d'alerte maximale. Des réunions d'urgence ont été convoquées, non pas pour discuter des découvertes, mais pour décider de la manière de les présenter officiellement. La priorité est passée de l'enquête à la gestion de l'impact. Les rapports préliminaires ne circulaient que dans quelques services. Les mots étaient choisis avec soin. Les effets personnels étaient qualifiés de « matériaux non identifiés ». Le mur intérieur était décrit comme une structure de renforcement secondaire. Aucune mention directe de la possibilité d'une détention humaine n'était faite. Le vocabulaire technique servait de rempart émotionnel et juridique. Henri Dubois réagit avec calme mais détermination. Il demanda un accès complet aux archives mises à jour, invoquant son ancienne position comme argument moral. Bien qu'il n'exerçât plus d'autorité formelle, son expérience lui assurait un certain respect. Il se heurta néanmoins à des résistances. Les documents arrivèrent incomplets, les dates ne concordaient pas. Il était clair que des décisions étaient prises pour limiter sa participation. Marc Delorme a subi des conséquences plus directes. 2 jours après l'opération, il a reçu une notification officielle suspendant temporairement ses autorisations d'accès aux zones hors piste. Le motif invoqué était un contrôle de sécurité. Aucune infraction précise n'a été relevée. En pratique, il a été écarté du territoire qu'il connaissait depuis son enfance. Le message était clair, il n'était plus utile. Les familles des touristes ont reçu des nouvelles vagues. On leur a indiqué que de nouveaux éléments avaient été découverts, mais que cela ne permettait pas encore de tirer des conclusions définitives. Certaines ont immédiatement réagi avec indignation, exigeant des éclaircissements. D'autres ont perçu le ton évasif et compris qu'on omettait délibérément des informations. La frustration accumulée au fil des ans s'est muée en une méfiance manifeste. Sur le plan institutionnel, l'affaire a commencé à engendrer des tensions entre les différents échelons gouvernementaux. Les autorités régionales ont remis en question la gestion locale du dossier. Les instances nationales ont exigé des rapports détaillés.
chacune a cherché à se prémunir contre d'éventuelles accusations futures. L'enjeu n'était plus seulement la disparition elle-même, mais aussi la gestion du silence qui l'avait entourée pendant plus d'une décennie. La réaction de la communauté locale fut partagée. Certains habitants prônaient la discrétion, craignant des pertes économiques. D'autres, notamment les plus jeunes, voyaient dans la réouverture de l'enquête l'occasion de rompre avec les anciennes pratiques de dissimulation. Des discussions eurent lieu dans les cafés, lors de réunions communautaires et au sein des conseils municipaux. Pour la première fois, la disparition de 1993 cessa d'être un sujet tabou. Techniquement, la grotte est devenue une zone interdite. Des capteurs ont été discrètement installés pour surveiller les mouvements et la stabilité. L'accès nécessitait désormais plusieurs autorisations. Ce renforcement de la sécurité a suscité encore plus de suspicions. Si la grotte ne contenait rien d'important, pourquoi une telle protection ? La question est restée sans réponse officielle. Lors de conversations privées, Dubois commença à partager ses anciennes notes avec un petit groupe de personnes de confiance. Il n'y avait pas de preuves définitives, seulement des schémas, des ordres d'arrêter les recherches, la présence d'équipes extérieures non identifiées. La coïncidence entre ses souvenirs et le mur intérieur, nouvellement découvert, était troublante. Les conséquences de ces décisions passées devenaient chaque jour plus concrètes. Marc, éloigné physiquement de la montagne, devint la cible des journalistes. Conscient que la moindre déclaration pourrait être utilisée pour le discréditer, il refusa les interviews officielles. Malgré cela, sa réserve ne l'empêcha pas de voir son nom circuler comme figure centrale de la redécouverte, accentuant ainsi l'isolement social qu'il ressentait déjà. L'impact psychologique des découvertes s'est également fait sentir au sein de l'équipe technique. Certains membres ont demandé un congé. D'autres ont commencé à remettre en question l'éthique de l'opération. L'idée que des personnes aient pu être séquestrées et oubliées sur place a ébranlé leur confiance dans les institutions qu'ils représentaient. Même sans confirmation formelle, cette possibilité a suffi à créer des dissensions internes. Au fil des semaines, il devint évident qu'aucune décision définitive ne serait prise rapidement. L'affaire entra dans une phase ambiguë, officiellement active, mais dans les faits au point mort. La grotte demeura fermée. Les réponses restèrent en suspens. Les premières conséquences s'étaient propagées, mais n'avaient pas encore atteint un point de non-retour. Cette suspension était en elle-même une réaction. Tout mettre en suspens réduisait les risques immédiats, mais amplifiait les tensions latentes. Chaque personne impliquée ressentait le poids de cette inaction. Le silence n'était plus confortable. Il était devenu un espace chargé d'attentes, de soupçons et de choix reportés. Les conséquences de ce point de bascule ne se sont pas manifestées par des révélations publiques, mais par des changements subtils et profonds. Les relations ont évolué. La confiance s'est érodée. Les frontières institutionnelles sont devenues visibles. L'histoire a progressé non par des réponses, mais par l'accumulation de réactions qui ont rendu impossible de prétendre que rien n'avait été découvert. Cette période de stagnation forcée a induit des changements silencieux chez ceux qui y ont été confrontés, notamment chez Marc Delorme. Privé d'accès à la montagne, il lui a fallu redéfinir son rapport au territoire qui avait toujours guidé ses choix. Au lieu de s'y installer, il s'est mis à consulter de vieilles cartes, des relevés climatiques et des photographies aériennes. La distance ne l'a pas paralysé. Elle a au contraire recentré son attention sur des schémas qu'il avait jusque-là ignorés. Marc comprit que la croissance ne viendrait pas de la confrontation directe, mais d'une compréhension stratégique. Il entreprit de recouper les informations publiques avec des données oubliées, se forgeant ainsi une vision plus globale de la région. Il remarqua des incohérences récurrentes entre les cartes civiles et militaires, des zones effacées ou redéfinies sans explication plausible. Ce travail patient lui redonna du sens à sa vie, transformant sa frustration en méthode. Henri Dubois vivait lui aussi une démarche similaire.
Loin de la hiérarchie, il put enfin examiner ses choix sans la pression immédiate de l'autorité. Au lieu de chercher des coupables, il s'attacha à comprendre comment les décisions collectives s'étaient établies. Il commença à consigner chronologiquement les ordres, les omissions et les transferts de responsabilité. Son évolution ne fut pas celle du pouvoir, mais celle de la lucidité. Les contacts entre Marc et Dubois se firent plus fréquents. Leur conversation était pragmatique et factuelle. Ils ne recherchaient pas de validation émotionnelle, mais plutôt une convergence d'informations. Progressivement, ils établirent un partenariat informel fondé sur la confiance bâtie par une action constante. Tous deux savaient que la persévérance exigerait de la préparation et non de l'impulsivité. Parallèlement, certaines familles de touristes revoyaient leur stratégie. Un petit groupe décida de renoncer à toute pression médiatique et d'opter pour des voies légales discrètes. Ils engagèrent des experts indépendants, examinèrent les procédures administratives et recherchèrent les vices de procédure. Ce changement d'approche témoignait d'une maturité collective. Au lieu de réagir à la frustration, ils commencèrent à bâtir des solutions durables. Cette évolution s'est également manifestée au niveau institutionnel. Un jeune procureur régional, fraîchement nommé, a entrepris de réexaminer d'anciens dossiers archivés sous des justifications génériques. Sans attachement émotionnel aux décisions passées, il a analysé les documents avec une objectivité technique. En découvrant le dossier de 1993, il a constaté le nombre inhabituel d'exceptions de procédure. Sa curiosité professionnelle est alors devenue un moteur inattendu de sa progression. Marc fut convoqué pour une déposition complémentaire, qui se déroula cette fois dans un cadre plus neutre. Il répondit avec précision, sans interprétation. Son attitude témoignait d'une nette progression. Il ne cherchait pas à convaincre, mais simplement à consigner les faits. Cette attitude contrastait avec les tentatives précédentes de le faire taire, rendant difficile de le considérer comme un élément gênant. L'évolution personnelle de Marc impliquait aussi d'accepter ses limites. Il comprenait qu'il ne maîtrisait ni le rythme de l'enquête, ni ses conséquences. Cette acceptation n'était pas de la résignation, mais un ajustement stratégique. En cessant de lutter contre chaque obstacle, il a commencé à choisir les combats pertinents. Son comportement est devenu plus réfléchi, moins impulsif. Sur la montagne, des signes de changements environnementaux commencèrent à apparaître. De petits glissements de terrain mirent à nu des zones auparavant recouvertes, révélant de nouvelles formations. Ces phénomènes naturels, bien que dangereux, élargissaient les possibilités d'accès futurs. Marc surveillait ses mouvements à distance, prêt à intervenir dès qu'une opportunité se présenterait. Dubois, pour sa part, décida de formaliser certaines de ses notes. Il les fit enregistrer chez un notaire, s'assurant ainsi qu'elles ne relèvent pas de sa seule mémoire. Ce geste témoignait d'une évolution éthique. Il assuma la responsabilité de ce qu'il savait, sans pour autant accuser directement qui que ce soit. Il créa ainsi une trace écrite qui ne risquerait pas de tomber dans l'oubli. La relation entre les personnages principaux a évolué de la réaction à l'initiative. Ils n'attendaient plus de réponse, ils se préparaient à l'inévitable. Leur évolution ne fut pas marquée par de grandes révélations, mais par des changements d'attitude constants. Chaque action reflétait les leçons tirées du conflit. Même la communauté locale a commencé à montrer des signes d'adaptation. Les réunions publiques ont commencé à aborder la question de la transparence historique. Le sujet n'était plus exclusivement le tourisme, mais s'est ouvert à la mémoire collective. Ce changement témoignait d'une maturité sociale, quoique lente. Le parcours semé d'embûches n'a pas fait disparaître les obstacles. Au contraire, il les a complexifiés. Mais les personnages étaient désormais mieux armés pour les affronter. L'anxiété initiale a cédé la place à une patience stratégique. Le silence imposé a commencé à se remplir de documents, de méthodes et d'alliances discrètes. À la fin de cette période, il devint évident que la croissance n'avait pas résolu le conflit, mais l'avait transformé. Les bases d'une action décisive étaient posées, non pas impulsivement, mais par accumulation. Chaque personnage portait désormais en lui une version plus consciente de lui-même, façonnée par des limites reconnues
et des choix délibérés. L'histoire s'est déroulée non par explosion, mais par consolidation. La capacité à surmonter les difficultés résidait dans la persévérance face à l'absence de certitude immédiate. La croissance s'est manifestée par la volonté d'agir lorsque l'occasion se présentait. Et cette occasion, bien qu'encore indéfinie, approchait sans cesse, nourrie par tout ce qui avait été appris jusqu'alors. L'équilibre fragile qui s'était instauré commença à se rompre lorsqu'un événement extérieur accéléra simultanément tous les processus. Un audit administratif de routine, lancé au niveau régional, exigea des justifications détaillées pour les dossiers classés avec des exceptions de procédure. La disparition de 1993 fut automatiquement ajoutée à la liste, non pas en raison de soupçons directs, mais selon des critères techniques objectifs. Cette inclusion modifia le discours institutionnel. L'administration locale a été contrainte de rassembler des documents anciens et récents. Ce simple travail de compilation a mis au jour des incohérences qui s'étaient estompées avec le temps. Dates disparates, signatures de responsables introuvables, rapports mentionnant des pièces jointes inexistantes. La pression était devenue insoutenable. Il fallait faire avancer le dossier ou le reclasser officiellement selon de nouveaux critères. Marc Delorme a été recontacté, cette fois par l'intermédiaire du procureur régional. La rencontre s'est déroulée dans un cadre formel, avec une documentation complète. Marc a présenté ses cartes comparatives, mettant en évidence des zones systématiquement omises au fil des ans. Il n'a formulé aucune accusation directe. Il s'est contenté de montrer des schémas. L'impact a été immédiat. Pour la première fois, des éléments structurés établis reliaient les décisions spatiales aux disparitions. Henri Dubois a officiellement remis ses notes enregistrées. Ce geste fut décisif. En transformant sa mémoire personnelle en un document légal, il a supprimé la possibilité d'ignorer ces informations impunément. Son action n'était pas impulsive, mais le fruit de mois de préparation discrète. Dès lors, le passé acquérait une force juridique. Les intrigues secondaires commencèrent à se dénouer. Les familles des touristes harmonisèrent leurs stratégies. Les désaccords internes furent mis de côté face à la perspective concrète d'un progrès. La pression médiatique reprit de manière contrôlée, axée sur la transparence administrative et non sur les spéculations émotionnelles. Ce changement atténua la résistance instinctive des autorités. D'un point de vue technique, des rapports indépendants indiquaient que l'étanchéité de la grotte ne pouvait être maintenue indéfiniment sans entretien régulier. La glace se déplaçait. Des micro-fissures apparaissaient sur la paroi interne. Le risque n'était plus seulement celui d'une révélation, mais aussi celui d'un effondrement incontrôlé. Si cela se produisait, des preuves matérielles pourraient être détruites. L'urgence était devenue insoutenable. Les réunions interinstitutionnelles se sont multipliées. Le ton était pragmatique. Il ne s'agissait plus de savoir s'il fallait ouvrir la grotte, mais comment et à quelles conditions. Chaque organisme cherchait à limiter sa responsabilité future. Ces négociations ont accéléré les décisions. Le temps politique s'est aligné sur le temps naturel. Marc a de nouveau obtenu un accès restreint à la montagne, cette fois en tant que consultant technique externe. Sa présence n'était plus perçue comme une menace directe, mais comme une ressource indispensable. Ce rapprochement a marqué un tournant symbolique. Il est revenu non plus comme guide informel, mais comme un acteur du processus qu'il avait contribué à initier. Les travaux de préparation du site ont débuté discrètement. Du matériel a été installé sous prétexte de surveillance géologique. La population locale a remarqué des mouvements inhabituels, mais sans suffisamment de détails pour en comprendre le déroulement. Le silence persistait, mais il était désormais lourd d'une tension palpable, chargée d'attente. Henri Dubois suivait tout de loin, conscient que son rôle actif touchait à sa fin. Il ne recherchait pas la gloire. Sa contribution était déjà faite. Il observait attentivement, prêt à confirmer ou à infirmer les versions selon les besoins. Son évolution l'amena à accepter n'importe quel résultat, pourvu qu'il soit vrai. Sur le plan personnel, Marc ressentait le poids de ce qui allait suivre.
point d'euphorie, seulement de la concentration. Il savait que l'ouverture finale de la grotte n'apporterait pas de réponse simple. Elle pourrait révéler de la négligence, un enfermement, ou quelque chose d'encore plus difficile à accepter. Malgré tout, il restait ferme. Sa préparation, empreinte de retenue émotionnelle, était guidée par une détermination sans faille. L'environnement physique reflétait cette tension. L'hiver approchait à nouveau, avec des prévisions de fortes chutes de neige dans les semaines à venir. Le temps pressait. Chaque retard réduisait les marges de sécurité. La nature, une fois de plus, imposait des limites claires aux décisions humaines. L'autorisation finale ayant été accordée, point de célébration. Seule l'exécution a eu lieu. Un plan détaillé a été défini, précisant les étapes, les responsabilités et les documents obligatoires. Des observateurs indépendants ont été désignés. La transparence est devenue non seulement une exigence morale, mais aussi un mécanisme de protection institutionnelle. À ce stade, les intrigues secondaires étaient pratiquement résolues ou absorbées par le conflit central. L'économie locale avait revu ses attentes à la baisse. Les familles étaient unies. Les institutions s'étaient engagées formellement. Il ne restait plus qu'à s'attaquer au cœur du mystère. La préparation de l'apogée ne se manifesta ni par des discours, ni par des révélations, mais par des alignements silencieux. Personnes, documents, matériel et décisions convergeaient vers un instant unique et inéluctable. La caverne allait s'ouvrir entièrement. Ce qui s'y trouvait cesserait d'appartenir à un passé isolé. L'histoire avançait désormais grâce à une inertie accumulée. Impossible de l'interrompre sans provoquer de rupture manifeste. Tout était en place. La montagne attendait, et le silence qui l'entourait depuis des années allait être définitivement rompu. L'ouverture définitive de la grotte eut lieu avant l'aube, profitant d'une brève accalmie dans l'hiver qui approchait. L'opération fut menée avec une précision quasi chirurgicale. Chaque étape fut planifiée, chaque mouvement autorisé au préalable. Aucune place n'était laissée à l'improvisation. L'attente était contenue mais absolue. Chacun savait que ce moment allait changer le sens de la disparition de 1993. Lorsque le joint d'étanchéité intérieure a commencé à être retiré, la différence avec le mur extérieur est devenue encore plus flagrante. Les matériaux étaient plus récents, appliqués à la hâte, sans souci d'esthétique. Le but n'était pas de dissimuler la faute définitivement, mais de gagner du temps. Cette constatation a changé la donne. L'idée d'un accident isolé est devenue de moins en moins plausible. Marc Delorme observait la retraite à quelques mètres de distance, attentif à des détails que d'autres ignoraient. Son attitude n'était pas celle de la curiosité, mais celle du devoir. Il savait qu'une fois cette limite franchie, il ne pourrait plus se contenter d'observer. La montagne, qui avait toujours été un refuge, exigeait désormais une réponse. Lorsque la dernière paroi céda, l'équipe progressa lentement. L'espace au-delà du mur révéla une chambre plus vaste, préservée par le froid constant. L'air y était lourd et immobile. Des lampes torches éclairèrent l'intérieur, révélant quelque chose qu'aucun rapport n'avait pleinement anticipé. Des signes évidents d'une occupation prolongée étaient visibles, des restes de nourriture, des réparations de fortune avec des tissus, des marques sur les murs témoignant du passage du temps. Et puis, les corps. Ils étaient regroupés, non pas dispersés comme des victimes d'un éboulement. Aucun signe de violence directe n'était visible. Leur position suggérait l'épuisement, non un choc. Le renversement de situation n'était pas spectaculaire, mais symbolique. Les touristes n'étaient pas morts sur le coup. Ils ont survécu pendant des jours, voire des semaines, après leur entrée dans la grotte. La révélation la plus troublante est apparue lors de l'analyse initiale du site. La ventilation était minimale, juste suffisante pour maintenir l'oxygène pendant un laps de temps limité. Le mur intérieur avait été construit après leur arrivée. Cela signifiait que quelqu'un avait condamné la sortie en sachant que des personnes étaient vivantes à l'intérieur.
Le conflit central atteignit son point culminant. Il ne s'agissait plus de négligence ou d'erreur, mais de décision délibérée. Le silence qui suivit fut absolu. Nul besoin de donner d'ordre. Chacun comprenait la gravité de la situation. La montagne cessa d'être l'ennemi principal. L'attention se porta désormais résolument sur les actions humaines entreprises sous la pression. Marc a ressenti la transformation de manière concrète. Ce n'était pas un choc, mais une prise de conscience soudaine. Il a cessé de se percevoir comme un intermédiaire entre le territoire et les personnes. Il est devenu témoin direct d'un crime structurel. Sa réaction a été immédiate. Il a tout documenté méticuleusement, s'assurant qu'aucun élément ne puisse être ultérieurement interprété comme ambigu. Henri Dubois, présent en tant qu'observateur autorisé, reconnut des éléments qui confirmèrent ses soupçons de longue date. L'ordre d'arrêter les recherches n'était pas uniquement motivé par les conditions météorologiques. Quelqu'un savait. Quelqu'un avait décidé. La culpabilité qu'il portait en lui, jusque-là diffuse, prit alors une forme plus précise. Son rôle, à cet instant, était de veiller à ce qu'aucun récit officiel n'efface les découvertes. Le coup de théâtre final survint lorsque des documents trouvés dans un compartiment métallique improvisé révélèrent des notes d'Élodie Fournier. Elle y décrivait la découverte de la grotte, l'entrée initiale, puis, quelques jours plus tard, des bruits extérieurs, des voix étouffées et des tentatives de contact. Les dernières lignes étaient courtes, écrites avec difficulté, mais sans équivoque. Elles avaient été trouvées et ignorées. Ces preuves éliminaient toute possibilité d'explication alternative. Le point culminant ne résidait pas seulement dans la découverte des corps, mais aussi dans la confirmation documentaire d'un abandon délibéré. La transformation du protagoniste était alors complète. Marc ne réagit pas avec fureur, mais avec détermination. Il exigea immédiatement que des observateurs indépendants soient convoqués avant toute intervention. L'opération fut interrompue pendant des heures, désormais soumise à un nouveau protocole. Ce qui relevait de la technique était devenu criminel. Le poids de la révélation commença à se répandre silencieusement. Chaque participant comprit que ses actions futures seraient examinées avec la rigueur de l'histoire. Lorsque l'enlèvement des corps fut autorisé, l'atmosphère était empreinte d'un respect sobre. Nul besoin de mise en scène. Seule une exécution minutieuse fut entreprise. Le dénouement n'avait pas besoin d'exagération. La vérité ainsi révélée se suffisait à elle-même. Marc sortit le dernier de la grotte. En contemplant l'entrée ouverte, il comprit que son rapport à la montagne avait changé à jamais. Elle n'était plus seulement un décor ou un obstacle. Elle était devenue une preuve. Sa transformation était complète. Il ne cherchait plus de réponse. Désormais, il exigeait des conséquences. Le dénouement résolut le mystère central, mais ouvrit la porte à quelque chose de plus grand. La révélation ne ramena pas les vies, mais elle brisa un silence qui durait depuis des années. La montagne avait rendu ce qu'elle avait gardé, et plus rien ne pourrait jamais être scellé de la même manière. Les conséquences de l'ouverture de la grotte se sont propagées progressivement, mais de manière irréversible. Dans les jours qui ont suivi l'extraction des corps, la région est entrée dans un état de suspension contrôlée. Aucune conférence de presse n'a été organisée dans l'immédiat. Les autorités ont donné la priorité aux procédures judiciaires, aux enquêtes médico-légales et aux notifications officielles aux familles. Ce silence n'était pas une dissimulation, mais une préparation à l'inévitable révélation. Les corps furent officiellement identifiés en moins d'une semaine. Les noms disparus en 1993 réapparurent dans les registres publics, accompagnés de dates, de rapports et de circonstances précis. Pour les familles, la douleur ne s'atténua pas, mais elle se transforma. L'absence de réponse laissa place à une vérité crue, mais tangible. Le deuil enfin prit forme. Des poursuites administratives ont été engagées presque immédiatement. L'enquête pénale s'est concentrée sur les décisions prises au moment de la disparition. Il n'y avait pas de responsable unique, mais une chaîne de commandement, des omissions et des priorités institutionnelles. L'affaire a révélé comment des choix faits sous la pression politique et économique peuvent se transformer en condamnations silencieuses.
La conclusion n'a pas désigné de simples coupables, mais des systèmes qui ont permis cet abandon. Henri Dubois a livré un témoignage formel et détaillé. Pour la première fois, il s'est exprimé sans réserve sur les ordres reçus en 1993. Son récit ne visait pas à se justifier personnellement, mais à replacer les choses dans leur contexte historique. Il a reconnu sa part de responsabilité pour ne pas avoir remis en question plus fermement les décisions de ses supérieurs. Cette prise de position a eu un impact considérable. Dubois a cessé d'être perçu comme un simple exécuteur testamentaire et a été reconnu comme celui qui, bien que tardivement, a contribué à briser le silence. D'anciens supérieurs ont été convoqués pour être interrogés. Nombre d'entre eux étaient déjà à la retraite, d'autres décédés. La justice a suivi son cours dans les limites du possible. Toutes les conséquences n'ont pas été pénales. Certaines se sont traduites par des révisions de protocoles, des changements dans la hiérarchie et l'ouverture de dossiers auparavant confidentiels. L'affaire est devenue un cas de référence au sein de l'institution quant aux risques liés à un secret excessif. La communauté locale a traversé une période d'adaptation. L'impact économique initial a été bien réel. Des annulations ont eu lieu. L'image de la région a été mise à mal. Cependant, avec le temps, un autre discours a émergé. La volonté d'affronter le passé, même tardivement, a fini par être perçue comme un signe de responsabilité. La montagne a cessé d'être une simple attraction touristique et a commencé à porter en elle une mémoire historique reconnue. Marc Delorme a refusé toute tentative de le glorifier. Il a participé aux auditions lorsqu'on le lui a demandé, a fourni des données techniques et s'est tenu à l'écart des interviews sensationnalistes. Sa démarche personnelle ne visait pas la reconnaissance extérieure, mais une redéfinition intérieure. Il a repris l'accès à la montagne, désormais soumis à de nouveaux protocoles, conscient que son rapport au territoire était devenu plus éthique et empreint de vigilance. Marc a également collaboré à la création d'un mémorial discret, à proximité, à l'écart des sentiers battus. Point de plaques ostentatoires, seulement des noms, des dates et un bref texte informatif. L'objectif n'était pas d'attirer les visiteurs, mais de faire en sorte que le site ne soit plus considéré comme un espace neutre. La montagne porterait désormais la marque indélébile de la responsabilité humaine. Une fois les enquêtes terminées, les familles ont organisé des cérémonies privées. Certaines ont opté pour le rapatriement des dépouilles. D'autres ont décidé de conserver une partie des cendres dans la région, comme un moyen symbolique de clore un chemin interrompu. Ces choix reflétaient la diversité des réactions face à la vérité révélée. Il n'existait pas de voie unique vers la réparation. Plus largement, cette affaire a influencé la révision des politiques de recherche et de sauvetage dans les zones à haut risque. Les protocoles ont commencé à exiger une plus grande transparence documentaire et une participation externe aux décisions concernant l'arrêt des opérations. Le dénouement de l'histoire a dépassé le cadre narratif et a engendré des changements concrets dans le monde réel où se déroulait l'intrigue. La montagne, à son tour, reprit son rythme imperturbable. Les tempêtes de neige recouvrirent à nouveau certains versants. Des sentiers furent rouverts, d'autres redessinés. La nature ne portait ni culpabilité ni rédemption, elle demeurait tout simplement. La différence résidait dans la manière dont les humains l'interprétaient et l'utilisaient désormais. La disparition de 1993 cessa d'être un mystère non résolu pour devenir un épisode documenté d'erreurs humaines. La conclusion n'apporta aucun réconfort total, mais elle apporta une certaine cohérence. Les actes ont des conséquences. Le silence prolongé a coûté des vies. Reconnaître cela n'efface pas le passé, mais cela façonne l'avenir. Pour Marc, le voyage s'acheva sans célébration. Il comprit que sa croissance n'avait pas reposé sur le courage physique, mais sur la persévérance éthique. Finalement, sa plus grande transformation fut d'accepter que certaines vérités exigent patience, méthode et la volonté d'affronter un inconfort prolongé. Cette conclusion ne lui apporta pas une paix immédiate, mais un alignement.
L'histoire s'achevait sur le sentiment que rien n'avait été parfaitement résolu, mais que tout ce qui pouvait l'être l'avait été. La montagne avait rendu ce qu'elle avait gardé. Les institutions avaient été contraintes de réagir. Les familles avaient reçu. Des années plus tard, le versant où se trouvait la grotte demeure fermé, marqué seulement par la neige intacte et le silence. Peu de visiteurs savent ce qui s'y est passé, et c'est voulu. Marc passe parfois sur les lieux, non pas en gardien, mais en témoin d'une limite respectée. Ce mémorial discret résiste aux saisons, nous rappelant que les décisions humaines peuvent avoir des répercussions plus profondes que les avalanches. Dans les archives publiques, l'affaire est devenue une référence technique. Dans la mémoire collective, elle est devenue un avertissement. La montagne reste inchangée, mais elle n'a plus jamais été considérée comme innocente par ceux qui ont appris à écouter ses silences et à assumer des responsabilités durables, sans espoir d'oubli ni de déni. Si cette histoire vous a captivé jusqu'ici, réfléchissez aux choix faits lorsque le silence semble plus commode que la vérité. Partagez dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué et comment vous avez interprété la fin. Les histoires comme celle-ci restent vivantes lorsqu'elles sont discutées, questionnées et partagées collectivement. Si vous appréciez les récits poignants, basés sur des faits et construits dans le respect des victimes, abonnez-vous à la chaîne pour suivre les nouvelles histoires. Votre soutien contribue à maintenir des enquêtes narratives indépendantes, approfondies et responsables. Activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle histoire et participez à cette communauté qui valorise la mémoire, la justice et la réflexion continue.